Bonjour, alors je vais reprendre le cours de jeudi dernier. Alors à propos de WordPress, donc voilà, alors je reprends mes slides. Ah oui, je vais pas pouvoir les mettre en plein écran, alors il faut que je fasse comment? Il faut que je fasse comme ça. Voilà. Ok, donc euh, WordPress, il y a deux choses, il y a WordPress.com, WordPress.org. WordPress.com, c'est comme Wix ou d'autres, je n'ai plus d'autres noms en tête, mais c'est un site où en fait on s'inscrit et on va pouvoir créer son site internet en ligne. Donc il faut à peu près 5 minutes pour avoir son site internet. Hein, il suffit de se créer un compte et puis on va choisir quelques templates, quelques gabarits de pages et on peut commencer à faire son contenu. Voilà. Alors que WordPress.org, c'est un site où on va télécharger WordPress. Donc on va télécharger des fichiers qu'il va falloir qu'on mette sur un serveur, chez un hébergeur. Voilà. Donc c'est deux choses très différentes. Alors là j'ai un petit tableau avec ce qui les différencie. Et j'essaie de zoomer encore. Voilà. Euh, donc le WordPress.com, il y a un espace qui est limité. On ne peut pas faire des modifications avancées sur le code, etc. On ne peut pas faire un thème personnalisé, on peut pas, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Hein. Il y a un choix de thème qui est limité, on ne peut pas mettre de plugins, il doit y en avoir quelques-uns quand même. Euh, voilà. Bon, après, on peut gérer le référencement, il y a quelques trucs qu'on peut faire, mais euh, en tout cas, il y a beaucoup plus de sites qui sont faits avec euh, cette formule-là que celle-ci. Quoi. Ça, c'est vraiment un truc anecdotique. Quoi, voilà. Euh, alors, donc nous, on va parler essentiellement de WordPress.com, hein, le truc qu'on télécharge et qu'on va installer et où on va pouvoir faire apporter beaucoup de personnalisation, faire pas mal de choses. Voilà. Alors, euh, donc historiquement, WordPress, le lancement c'est 2003. Voilà, c'est l'évolution d'un autre logiciel qui s'appelait V2, qui existe toujours apparemment. Et donc en 2004, c'est Matt Mullenweg qui a 20 ans et qui développe WordPress et qui, surtout en 2004, il fonde sa société d'édition du logiciel automatique qui existe toujours et qui est en charge toujours de WordPress. Voilà, alors WordPress au départ, alors c'est pas précisé ici, mais en fait au départ WordPress c'était un moteur de blog, c'était pour faire un journal en fait, c'était pour euh, avoir des articles avec une date et on allait pouvoir les mettre dans des catégories et sur la page d'accueil on affiche tous les derniers articles, on peut aller voir chaque article et puis on a des catégories d'articles, hein, si on fait un blog dans la culture, on pourrait avoir des articles sur la danse, sur le théâtre, sur la musique, etc. Voilà. Donc, bon, on ne va pas lire tout ça en détail, mais en fait, bon, tout ça a évolué. On a eu la possibilité d'ajouter des extensions pour apporter des nouvelles fonctionnalités. On a eu un éditeur de texte qui a permis d'ajouter des images à l'intérieur du texte. Euh, Ça s'est développé, il y en a eu de plus en, il y a eu, ça a eu de plus en plus de succès. Il y a eu l'intégration de widgets, donc là c'est des modules qu'on peut mettre typiquement dans une colonne sur le site et puis qui peuvent rester sur plusieurs pages du site ou sur toutes les pages. Voilà. Euh, voilà, donc de plus en plus de succès. En 2010, il est téléchargé 10 millions de fois. Il y a une communauté qui prend de l'ampleur, de plus en plus de développeurs, de gens dans le monde qui apportent leur contribution, etc. Euh, voilà, des fonctionnalités en plus, hein, comme les custom post type. Euh, Explosion de WordPress hein, dans les années 2010. Voilà. En 2014, l'intégration de vidéos YouTube, etc., devient plus simple. Il y a la médiathèque qui apparaît aussi pour pouvoir gérer toutes les images qu'on a importées. Voilà, l'ergonomie n'a fait que s'améliorer, etc. C'est toujours en train de progresser. Donc là, on arrive en 2019, l'an dernier, où en fait il y a la version 5 qui est sortie avec l'arrivée de Gutenberg, qui est le constructeur de pages même, qui remplace TinyMCE, je crois, l'ancien éditeur qui était en fait simplement un éditeur où on pouvait mettre du texte et ajouter quelques images, les caler à droite, à gauche, faire des liens, etc.
Là, en fait, on a un constructeur qui nous permet d'empiler des modules les uns sur les autres. Et un module, c'est une galerie d'images, c'est une image, c'est un texte, c'est un titre, c'est des tas d'autres modules, des tas d'autres choses, j'ai plutôt en tête, mais voilà. On peut aussi faire des colonnes, et dans les colonnes, mettre des éléments, quoi. Alors, le principe de la, du montage de cette façon-là, contrairement au logiciel de mise en page comme InDesign, Illustrator, ben là, c'est imposé par le responsive qui fait que nos contenus doivent s'adapter à la largeur de l'écran, contrairement à du print où ce qu'on met, on peut poser nos éléments comme on veut sur une page. Quand on l'imprime, ça s'imprime partout pareil, quoi. Voilà. Contrairement au web où ça ne s'affiche pas partout de la même façon. Donc on est obligé de mettre un cadre, et ce cadre, c'est ça, c'est le fait d'empiler des éléments les uns au-dessus des autres. Voilà. Mais je m'égare. Donc WordPress, c'est une grosse communauté. Voilà. Là, c'est plus, hein, c'est 38% les derniers chiffres. Donc, 38% des sites internet sont faits avec WordPress. Et quand on a un problème avec WordPress, il y a des communautés, il y a des forums de discussion, il y a des groupes sur les réseaux sociaux, il y a des sites, il y a des blogueurs qui font des formations, qui font des tutos, qui font des tests d'outils. Voilà, donc la WP-FR, c'est le site officiel français. WP Marmite, enfin, il y en a d'autres, hein, j'aurais pu en mettre d'autres, mais WP Marmite, il fait de la formation et en même temps il blogue sur WordPress, il teste tout, etc. Bon, voilà, ça peut être c'est une bonne ressource, quoi. Voilà. Alors, il est présenté comme un CMS simple à prendre en main, et c'est vrai. Euh, il n'y a pas besoin de savoir faire du HTML, du PHP, etc. Contrairement à certains autres CMS. On peut faire un site de A à Z sans faire de programmation. Euh, c'est aussi connu pour être simple pour les développeurs. Hein, donc quand on veut faire des petits modules additionnels, etc., ou développer son propre thème, c'est pas très compliqué. C'est pas une usine à gaz comme d'autres CMS. Hein, Joomla, un peu elle est un peu connue pour être un peu une usine à gaz. Enfin bon, après, les gens ne sont pas tous d'accord, mais voilà. Alors, WordPress a des extensions. Les extensions, c'est des fonctionnalités qu'on ajoute à WordPress. C'est des petits logiciels, des petits bouts de petits logiciels qu'on ajoute à WordPress. Donc, il y a un répertoire officiel dans WordPress qui en contient environ 50 000. Alors, ça a dû progresser, hein, parce qu'il y en a toujours des nouvelles, et là, mon slide date un petit peu. Donc, officiellement, il y en a 50 000, il y en existe bien d'autres. Il y a des, des extensions très connues même, hein, qui ne sont pas dans le répertoire officiel, qu'on peut acheter sur le site, sur leur site, et intégrer dans un autre WordPress, quoi, hein, c'est complètement ouvert, quoi. Donc relativement fiable. Donc, les extensions permettent, alors oui, les extensions, ça permet de couvrir des multitudes de besoins. Ça va de la boutique en ligne au constructeur de pages, faire des formulaires, protéger, hein, si on a une attaque virale ou si on a peur de se faire pirater son site. Ça peut aussi être des ajouts d'éléments graphiques comme des sliders animés ou de l'optimisation pour réduire le poids des images, etc. Voilà, il y a mille et une choses, de sauvegarde, etc. Quoi, voilà. Alors, les thèmes WordPress, les thèmes, ça permet de changer l'apparence d'un site sans en modifier le contenu. Alors ça dépend des thèmes, hein, parce qu'un thème comme Divi va quand même changer le contenu, on ne pourra pas réutiliser après. Enfin, il y a de nombreux thèmes qui sont gratuits, qui sont proposés directement depuis l'administration du site WordPress. C'est également possible d'en acheter. Généralement, les thèmes payants, bah, ils sont mieux, ils sont plus soignés, il y a un meilleur graphisme, etc. Et c'est aussi plus personnalisable, les modifications graphiques. Il y a plus de possibilités de modifications graphiques avancées, quoi. Il y a également des fonctions supplémentaires quand c'est payant, c'est toujours un peu mieux évidemment. Et un support technique en ligne bien utile en cas de problème. Voilà. Donc quand on achète un thème, on a généralement soit un chat, soit un support par mail, etc. qui peut nous aider en cas de problème. Alors pour fonctionner, un site WordPress, ça a besoin d'un hébergement, d'un nom de domaine et d'une base de données. Alors un hébergement, bah, c'est un petit morceau de disque dur chez un hébergeur, voilà, un hébergeur, les plus connus, c'est OVH, One and One, O2 Switch, etc. Donc chez eux, on achète un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est l'URL de mon site, hein, wordpress.org, c'est un nom de domaine.
Euh, et à cela doit être associé un hébergement, donc c'est un espace sur un disque, hein, c'est quelques gigas ou centaines de mégas, et une base de données, on va dire que c'est un gros tableau Excel, hein, pour faire simple, dans lequel vont aller s'inscrire tout ce que je vais rentrer moi dans WordPress. C'est-à-dire que dans WordPress, quand je vais ajouter un article avec un contenu, je vais ajouter un titre, mais en réalité, il ne va pas s'écrire dans WordPress, il va s'inscrire dans la base de données. Voilà. Euh, donc à la fin, quand on a fait notre site, on a une base de données qui est remplie, tous nos articles, tous nos titres, tous nos textes, voilà, tous les commentaires qui vont être faits, etc. Voilà, tout va être dans la base de données. Voilà. Donc pour faire notre site internet, il faut connaître les codes d'accès FTP à l'espace de stockage des données, c'est-à-dire que l'hébergement qu'on a pris, bah, c'est un dossier sur un ordinateur chez notre hébergeur. Et ça, il va falloir qu'on puisse y accéder à distance, c'est-à-dire il va falloir qu'on puisse ouvrir ce dossier, voir ce qu'il y a dedans, éventuellement le supprimer, mettre nos dossiers à nous, etc. Comme on le fait sur notre ordinateur ou quand on est en réseau sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Et il va nous falloir les codes d'accès à la base de données. Alors le FTP, non, l'hébergement, donc voilà, on va choisir, il faut déjà choisir son nom de domaine. Donc il est plutôt conseillé de choisir des noms de domaine courts, facilement mémorisables, qu'on peut appeler au téléphone. Voilà. On va choisir quelques options de vitesse, de taille, etc. Pas forcément chez tous les hébergeurs, il y a des hébergeurs qui ont une offre, point barre, et généralement ça marche, je pense à O2Switch. Et ensuite on paye, etc. Et on reçoit nos codes d'accès FTP et la base de données. Alors parfois il faut aller la créer chez notre hébergeur. Alors il y a la plupart des hébergeurs, ça se fait en ligne, mais vous pouvez avoir des hébergeurs locaux, type Mescalito, un hébergeur grenoblois. Bah là, on va les voir, on leur passe un coup de fil, on paye, on peut leur faire un virement, et puis en fait, bah, eux, ils vont nous envoyer nos accès FTP, etc. Voilà. Et quand on a un problème, on leur passe un coup de fil, voilà. Ils sont assez réactifs. Alors, il y a une autre formule, c'est si on n'a pas d'hébergement et qu'on veut juste tester WordPress comme ça, c'est de l'installer en local. Alors ça, cette méthode-là, bon, c'est un peu, je m'en sers plus moi personnellement. Moi, j'utilise maintenant le Local by Flywheel. Ça, c'est un outil. Alors si je l'ouvre vite fait là, voilà, c'est un outil. Voilà, on peut se créer des sites, hein, comme ça, et puis on peut aller les administrer comme si on était en ligne, quoi. Voilà, on peut même les partager en ligne. Voilà. Donc, c'est assez facile à utiliser si vous avez besoin de faire ça. Il y a plein de ressources en ligne, il y a des chaînes YouTube, etc., qui vous expliquent comment ça marche. Voilà. Euh, donc ça, c'est une solution aussi qui est pas mal. Moi, je m'en sers pour mes tests, etc. Donc le FTP, ça marche comme ça, c'est-à-dire que ça, c'est mon ordinateur, hein, c'est un dossier. euh, non, c'est ici le dossier sur mon ordinateur. Voilà. Donc là, j'ai téléchargé WordPress sur wordpress.com. J'ai tous ces fichiers là. Et quand j'utilise mon logiciel de FTP, eh bien, je vois le dossier www, qui est le dossier dans lequel va se trouver mon site. Et puis je vais pouvoir prendre ça et aller le copier ici. Alors, c'est pas utile que vous soyez au point là-dessus. Je vous montre juste, c'est pour voilà, que vous compreniez à peu près comment tout ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un truc où je m'inscris, c'est moi, c'est chez moi, quoi. Et mes fichiers, ces fichiers que j'ai téléchargés chez WordPress, si je veux les modifier, je peux les modifier, personne ne me dira rien, quoi. Voilà. Donc le FTP, comment ça marche en fait? Si je copie un fichier image là, qui s'appelle r.jpeg et que je le mets dans le dossier www, bah, pour aller le voir, il faudra aller taper l'adresse mondomaine.com / le nom de mon fichier.jpg. Voilà. Et donc WordPress, quand je l'installe, j'ai plein de fichiers. J'en ai un qui s'appelle index.html et par défaut, quand je tape sur www.mondomaine.com, il va aller voir en réalité le fichier index.php, HTML, HTM aussi, ça marche. Voilà, ça fonctionne comme ça, quoi. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai copié tous mes fichiers, alors qu'est-ce que je dis là? Pour utiliser WordPress en ligne, on a besoin d'un serveur et d'une base de données. Il faut les accès FTP à la base de données, donc on a téléchargé WordPress, on a notre dossier, on le copie sur le FTP, voilà. Donc on le copie bien dans le dossier www, et on ne fait pas un dossier WordPress dans le dossier www, hein, ici. Là, ici, chez mon hébergeur, j'ai un dossier W. Si j'ai un dossier WordPress que j'ai téléchargé, il ne faut pas copier le dossier WordPress ici, parce que l'adresse de votre site, ça sera mondomaine.com / WordPress. Alors
moi je veux que ça soit à mondomaine.com. Donc je copie bien les fichiers ici, quoi. C'est une erreur qui arrive tout le temps. Voilà. Et ensuite, je me connecte à l'adresse de mon site, hein, mondomaine.com, et là je vais arriver sur cette page-là. Il va me dire que je dois connaître les accès à ma base de données. Donc là, je les ai reçus par mail, ou je suis allé le créer sur mon interface d'administration chez mon hébergeur. Hein, j'ai trouvé le bouton créer base de données, et là il me donne un nom de la base, un nom d'utilisateur, un mot de passe. En général, il nous donne ça. Parfois, il nous donne l'adresse de la base de données. Si on n'a pas d'adresse, généralement, c'est localhost. Voilà. Préfixe des tables, par défaut, WordPress nous indique de mettre WP underscore. Alors ça, en fait, si on veut mettre plusieurs, on m'a posé la question dernièrement, plusieurs sites WordPress sur le même hébergement, c'est possible, mais il va falloir, en utilisant la même base de données, ça va être possible, mais il va falloir changer le préfixe des tables. C'est aussi plus sécurisé, en fait. Voilà, ça permet de trouver moins facilement, un pirate pourra trouver moins facilement comment accéder à vos tables. Voilà. Donc une fois que c'est fait, qu'on a rentré ça ici, voilà, c'est parfait, bravo, lancer l'installation, et ensuite il va nous demander d'installer le site. Donc il va falloir lui donner un titre au site. L'identifiant, c'est ce que je vais taper quand je vais vouloir aller apporter des modifications à mon site. Donc ça va être mon identifiant, mon nom et mon mot de passe. Hein, voilà. Et ensuite l'adresse de messagerie, c'est une adresse de messagerie qui va servir si je perds mon mot de passe par exemple. Voilà. Je peux cocher cette case ici pour demander de ne pas indexer le site dans les moteurs de recherche, donc avoir ce qu'on veut. Voilà. Et puis ensuite, après, je me connecte à mon site, hein, compte administrateur. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'arrive dans mon WordPress. Et WordPress, quand on se connecte pour la première fois qu'on vient de l'installer, quand on se connecte, on arrive ici. Donc ça, c'est pas le site que tout le monde va voir, ça c'est l'administration. Hein, c'est ici que je vais pouvoir aller modifier mes articles, modifier mes pages, etc. Et je peux aller voir le site public, donc aller sur le site. Donc ça, c'est bien le site que tout le monde voit. Donc par défaut, quand j'installe WordPress, j'ai déjà un site avec quelques bouts de contenu. Hein, bonjour tout le monde, qui est le premier article. Et sur ma page d'accueil, j'ai la liste des articles récents avec les commentaires récents, etc. Bon. Alors, on va aller faire le tour un peu de tout ça. Donc là, vous l'avez compris, quand je suis connecté, j'ai une barre qui apparaît ici. Donc ça, cette barre-là, elle disparaît. C'est-à-dire que si je me connecte en mode privé, voilà, donc là je ne suis pas connecté, eh bien je n'ai pas cette barre. Donc ça, ce sera toujours le cas. Cette barre apparaît quand on est connecté et elle nous permet de passer du site privé au site public. Alors dans cette barre, qu'est-ce que je vais trouver? Ici, je vais avoir des liens vers des ressources WordPress, la documentation, le forum, etc. Je vais pouvoir savoir quelle est la version de WordPress qui est installée chez moi. Donc là, c'est la version 5.5.1. Voilà, et j'ai des informations sur les nouveautés sur cette version-là. Si je retourne sur le site public, parce qu'elle change entre le site public et le site privé. Donc là, j'ai un accès donc, à l'administration. Ici, ça fait la même chose, hein, ça va au tableau de bord. Là, j'ai trois petits raccourcis vers les thèmes, les widgets et les menus. Alors, on va voir tout à l'heure ce que c'est que tout ça. Là, personnaliser, alors personnaliser, ça fait quoi? Ça doit me renvoyer sur la personnalisation du thème. Bon, ça, c'est pas forcément ce qui est le plus utile dans un premier temps, mais ça doit dépendre d'une page, on ne doit pas forcément avoir la même chose si on l'a toujours. Euh, alors, après ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici les liens vers les mises à jour. Donc, ça, je vous en reparlerai, on va aller dessus. Les mises à jour, c'est toutes nos extensions, nos thèmes, tout ce qui compose WordPress, c'est régulièrement mis à jour comme un logiciel. Hein, Word, il est mis à jour de temps en temps. Photoshop, il est mis à jour de temps en temps. Tout ça, c'est des petits logiciels qui ont besoin d'être mis à jour parce que pour améliorer la performance, pour être plus compatible avec les outils de consultation, les technologies des hébergeurs, et aussi pour la sécurité. Parfois, il y a des failles de sécurité qui sont trouvées, et on va les corriger voilà, par ces mises à jour. Voilà, donc c'est plutôt bien de les faire. Ici, on a la possibilité d'aller créer un article, d'aller créer une page, etc. Et là, je vais pouvoir aller voir mon profil ou me déconnecter. Bon, voilà. Alors,
quand je suis dans le tableau de bord, la barre ici, elle change. Et oui, il n'y a pas grand chose qui change ici, mais ça change surtout après quand on se balade. Donc je peux toujours créer. Non, si ça va tellement changer en fait. Voilà. Alors, je reviens sur les mises à jour ici. Généralement, quand je suis là, je vois en rouge les mises à jour. Alors, il est plutôt conseillé de les faire, même si il peut arriver exceptionnellement que quand on fait une mise à jour, eh bien, notre site marche plus ou marche mal pendant un jour ou deux. Ça m'est arrivé dernièrement avec une extension qui bloquait la possibilité de créer des nouveaux articles. Ça a duré un jour. Voilà. Le lendemain, il y a eu une correction. Donc, alors, si on ne met pas trop d'extensions et que c'est plutôt des extensions connues, vérifiées, plutôt des trucs qu'on a achetés ou des extensions qui sont connues pour être fiables et mises à jour, bon, normalement on peut y aller. Généralement, il vaut mieux attendre un jour ou deux. Euh, mais bon, il vaut mieux quand même les faire parce que ne pas les faire, ça peut être très problématique. Ça peut faire en sorte que notre site ne marche plus au bout d'un an ou deux, ou qu'ensuite, si on refait une mise à jour, bah, ça se met à planter. On peut avoir des vrais problèmes. Puis surtout, on peut se faire pirater. Voilà, moi, ça m'est arrivé d'avoir un gros site qui s'est fait bien méchamment pirater. Donc depuis, je fais bien les mises à jour. Voilà, parfois j'attends un petit peu quand c'est des grosses mises à jour majeures. Mais en règle générale, on le fait. Donc là, il me demande de mettre à jour ça. Là. Donc je vais venir tout sélectionner, mettre à jour les extensions. OK. Parfois, il nous demande de mettre à jour WordPress. Alors bon, il faut le faire. Parfois, il faut prendre quelques petites précautions. Bon. Voilà. Alors maintenant, ici, on a les articles et on a les pages. Alors les articles, comme je le disais, euh, les articles et les pages, ce sont deux types de publications. Euh, donc quand je vais créer un contenu, je vais faire soit un article, soit une page. Mais un article, c'est historiquement WordPress, c'est un moteur de blog. Donc un blog, c'est un journal. Un journal, c'est des articles avec une date qui peuvent être dans des catégories, qui généralement parlent de quelque chose qui est daté dans le temps, quoi. Euh, et rapidement, ils se sont rendus compte qu'on avait besoin d'autres types de contenus avec des informations plus pérennes, comme une page de contact ou une page qui sommes-nous ou une page, je sais pas quoi, voilà, des informations en fait qui ne sont pas une actualité. Euh, donc les articles, voilà, donc je les retrouve ici, donc j'en ai un. Donc la différence, donc les articles ont plutôt des choses en plus. Quoique il y a des choses en plus aussi dans les pages. Voilà, enfin, c'est différent. On va dire que les articles, ils ont la possibilité d'être affectés à des catégories et on peut aussi leur mettre des étiquettes. Donc les euh, catégories, bah, c'est typiquement si je fais un blog culturel, je vais faire la catégorie danse, théâtre, musique, par exemple. Donc un article est forcément affecté à au moins une catégorie. Il peut être affecté à plusieurs catégories, mais il en a au moins une. Il y a une catégorie qui s'appelle non classée, la catégorie par défaut. Donc parfois, enfin c'est même souvent en fait sur les sites, on va voir quand c'est pas bien réglé, etc., que les articles ils sont dans la catégorie non classée, ça va nous l'écrire en dessous. Voilà, donc ça c'est typiquement c'est les réglages par défaut de WordPress qui n'ont pas été changés. Euh, alors, toujours pour préciser ce que c'est qu'une catégorie, et, euh, et une étiquette. Si je fais un blog culinaire, les catégories, ça va être par exemple entrée, plat, dessert, viande, légumes, voilà. Et mes étiquettes, ça va être par exemple des mots-clés. C'est des ingrédients. Par exemple, ça va être tomate, jambon, euh, voilà, salade, je sais pas, enfin, voilà, des ingrédients par exemple. Pour être ça, c'est une autre façon de classer mes articles, quoi. Voilà, alors cette page de liste, j'ai différentes options. Alors ici par défaut j'en ai qu'une, euh, donc j'en vois qu'une hein, forcément. Mais si j'en avais 150, je n'en verrais que 20. Et ici j'aurais euh, la possibilité d'aller voir les suivantes. Hein, j'aurais suite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, alors je peux changer ça. Hein, si j'ai 150 articles, ici je peux mettre 500 par exemple, ça marchera. Vue compact, vue étendue. Alors, je sais pas ce que ça fait, vue étendue. Ah oui, voilà, ça me rajoute un peu plus, j'ai plus de choses ici. Hein, voilà.
vue compacte, oui, ouais, en fait, ça rajoute le résumé. Ouais, ça ajoute le résumé en ce moment. Bon, voilà. Alors, donc, un article, il a forcément une date, il est, et il a une catégorie. Les pages, elles ont aussi une date, mais généralement, c'est assez moins utile. C'est moins utile. Les articles, en fait, ils ont une date parce que généralement, on les classe sur la page d'accueil, hein, sur une page, le blog. On classe nos articles par ordre chronologique, on met le plus récent en premier. Euh, et les pages, elles, par contre, eh ben, ici, j'ai pas de catégorie, quoi. Par défaut, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas d'étiquette. Ce qu'elles ont, les pages, par rapport aux articles, c'est qu'on a la possibilité de, de leur donner des pages parentes. C'est-à-dire que si on a une arborescence, typiquement sur un site WordPress, si je vais voir le mien, voilà, là j'ai un menu, ça, tout ça c'est des pages, c'est des liens vers des pages. Parce que généralement je le présente plutôt comme ça, je le mets plutôt dans un menu, c'est pas obligatoire, mais voilà. Et les articles, c'est ça, c'est les actualités. J'ai un bout de blog là où je mets de temps en temps des petites actualités, donc c'est ça, quoi. Voilà. Et donc, j'ai la possibilité dans mes pages de faire des pages parentes et des pages enfants, hein. C'est typiquement ce que j'ai dans mon menu, hein, sur mon site. Il y a des liens vers des sous-parties, quoi. Voilà. Bon, on verra ça peut-être un petit peu plus tard. Là, je fais juste une petite introduction comme ça. Ici, on retrouve nos médias, la médiathèque. Donc ici, c'est les images. Alors là, j'en avais importé déjà 2-3. C'est les images que j'ai déjà importées dans des articles. Donc je les retrouve ici et je peux éventuellement les supprimer. Je peux faire des modifications dessus aussi, hein. Je passe rapidement là. Alors après, dans la partie apparence, ici, c'est ici que je vais aller changer de thème, que je vais aller changer de modifier mon menu, etc. Donc on va aller voir maintenant un article, comment ça fonctionne. Donc ici, je vais aller voir le premier article. Donc mon article, hein, donc là, je suis avec l'éditeur Gutenberg. Donc lui, le premier article, bah, il a forcément un titre. Donc ici, j'édite mon contenu. Donc ici, j'ai un paragraphe. Si je viens en dessous, il met un petit plus et là, je vais pouvoir aller ajouter un paragraphe, une image, un colonnage, une galerie, un titre, etc. Je vais pouvoir aller choisir des objets, quoi, que je vais ajouter ici. Quand je suis sur un objet, dans la colonne de gauche, j'ai les réglages de mon objet. Donc typiquement ici, je suis sur un bloc, donc je vais pouvoir aller changer typiquement la typographie, si je veux le mettre en plus grand, si je veux faire des réglages de couleur, changer la couleur du texte, etc. Si je suis ici sur une image, voilà, je vais la chercher dans la médiathèque. Voilà. Ben là, j'ai des réglages qui apparaissent pour l'image. Voilà. Ici, là, l'autre onglet, c'est les réglages de mon document. Donc ça s'applique à l'ensemble de mon document. Alors c'est est-ce qu'il est publié, quelle est son adresse, etc. Voilà. Alors, bon, on va aller voir ça en fait. Donc les réglages d'un document. Alors, état et visibilité. Donc ça, c'est qui peut voir mon article. Donc lui, il est en mode public, c'est-à-dire que tous les visiteurs du site le voient. C'est généralement ce qu'on fait. C'est-à-dire que généralement un blog, on a envie qu'il soit vu. On a la possibilité de le rendre privé, c'est-à-dire que là, c'est des gens qui vont avoir un identifiant et un mot de passe qui vont pouvoir aller le consulter et qui sont enregistrés, c'est-à-dire qu'on connaît leur adresse email. Là, on va pouvoir le rendre accessible uniquement par mot de passe. Donc c'est différent. En fait, la personne qui le consulte ne sera pas obligée d'être enregistrée sur le site, elle n'aura pas besoin d'avoir une adresse email et un identifiant, un mot de passe, etc. Simplement, on lui aura communiqué un mot de passe qui est le mot de passe de la page. Point. Voilà. Permalien, ça va être l'adresse de ma page. C'est-à-dire que quand je vais aller la voir, voilà, je ouvre une nouvelle fenêtre. Là, son adresse, ça va être ça, 2020, 10, 22. Bonjour tout le monde, j'ai laissé les réglages par défaut. Je peux changer ça, lui donner une autre adresse. Bonjour tout le monde. Ah, voilà, je rajoute chaton.
Si je fais mettre à jour, là je vois que mon adresse elle a changé. Voilà. Alors comme je vous le disais, les articles sont forcément affectés à une catégorie. Donc là, mon premier article, eh bien, il est affecté à la catégorie non classée. Voilà. Alors, je pourrais la renommer et l'appeler la catégorie actualité. Si je n'ai pas besoin de catégorie, si je, généralement, c'est ce qui se passe hein, sur un petit site internet. On met quelques actualités. Moi, sur mon site, j'ai pas de catégorie. Mais je l'ai renommé, je l'ai appelé actualité. Ou news, je sais plus. Étiquette, là c'est pareil. Donc les étiquettes, là on choisit. Alors si on peut même en ajouter une ici, là c'est pareil, les étiquettes, c'est un autre système de classement. C'est assez peu utilisé ça, les étiquettes. C'est vraiment sur les blogs conséquents, mais sur un site internet, en général. Image mise en avant, définir l'image mise en avant. L'image mise en avant, c'est une image qui n'a pas vocation forcément à être dans le contenu de mon article, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour elle ne fait pas partie du contenu de mon article. C'est un peu le logo de l'article. C'est une image que je vais retrouver typiquement sur la page d'accueil de mon site. Si je vais voir ici, bonjour tout le monde. Alors là, il m'affiche en entier. Alors c'est pas. Mais typiquement, là, si je vous ai. Tout à l'heure, je vous avais montré mon site. Voilà, c'est cette image-là en fait. C'est l'image qui apparaît ici quand on a une liste, parce qu'en fait ça c'est une liste d'articles. Et ensuite je peux aller voir l'article. Donc cette image-là, moi je l'ai mise aussi en en-tête, là, mais elle ne fait pas partie du contenu. C'est-à-dire que quand j'édite mon contenu, je commence là, je mets le titre, et puis je rentre mes contenus ici. Ça c'est une image qui est un peu satellite. C'est l'image aussi qu'on va retrouver quand on va partager l'article sur les réseaux sociaux. Voilà. Euh, donc elle est importante généralement quand on crée un article, on lui met généralement une image mise en avant. C'est l'image qui va apparaître sur la page d'accueil, sur la page du blog. L'extrait, alors ça l'extrait, c'est la même chose en fait, c'est ce qui apparaît toujours, si je retourne sur mon site, ce qui apparaît sur la page d'accueil. Hein, sur la page d'accueil, j'ai une version résumée de l'article, je ne le vois pas en entier, quoi. Voilà, donc ça c'est par défaut il me prend le début du texte, par défaut il prend ça, je pourrais mettre autre chose, et c'est aussi ce qui est envoyé à Google, et ce qui peut aussi être envoyé aux réseaux sociaux, quand Facebook par exemple génère une petite boîte, quand on colle une URL sur un site, sur Facebook. Les commentaires, bon alors dans WordPress on a la possibilité d'autoriser les commentaires, donc ça il y a un réglage par défaut pour interdire, on le fait beaucoup moins parce qu'en fait maintenant c'est complètement spammé, c'est-à-dire que c'est que des marchands qui viennent mettre des liens vers leurs trucs, etc. Bon, alors il faut contraindre à une vérification, etc. Donc c'est plus simple en fait d'aller mettre des commentaires sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que les gens font. Autoriser les pings et les rétroliens, ça c'est le fait d'être averti quand il y a un échange de liens, c'est-à-dire s'il y a un autre site WordPress qui pointe sur votre site, vous serez averti, quoi. Modèle. Alors ça en fait, bon, c'est une fonction un peu avancée, mais dans les thèmes WordPress, donc quand on a changé l'apparence de notre site, on a parfois la possibilité d'afficher nos articles sous des formes différentes. Donc là, il y a un modèle par défaut, il y a un modèle avec bannière et un modèle pleine largeur. C'est-à-dire que certainement dans le modèle par défaut, mon contenu va être sur une colonne au centre de ma page, il va y avoir la marge à gauche et à droite. Alors que dans un modèle pleine largeur, je n'aurai pas de marge à droite à gauche, mon contenu va s'étirer le long des fenêtres. C'est ça, c'est des modèles de pages différents. Mon contenu va aller s'intégrer dans un graphisme différent, quoi. Voilà. Alors, voilà, donc pour les réglages du document, donc les réglages généraux, quoi. Alors, ici, maintenant, on va voir ce qui se passe de ce côté-là. Donc, quand je suis sur mon bloc texte, vous voyez qu'en fait, ici, l'onglet est passé sur bloc. Et là, je règle mon paragraphe. Alors, je vais aller supprimer ça. Hop, retirer le bloc. Et donc, alors, j'ai plusieurs façons de faire. C'est-à-dire que on va partir carrément sur un nouvel article vide. Donc là, je vais quitter la page. Je vais faire ajouter. Là, je vais faire un nouvel article. Donc, il me demande de saisir un titre, donc c'est pas mal. Test. Alors, je peux le publier là. Donc, si je le publie, ça veut dire qu'il va être visible sur le site. Moi, je m'en fous. Là, c'est un site de test, etc. Donc, en règle générale, on ne fait pas ça. On fait plutôt enregistrer le brouillon. Voilà. Donc, je pourrais éventuellement, état et visibilité, le dépublier, le rendre. Comment je peux le repasser en mode brouillon?
Euh, basculant brouillon, c'est ici, voilà. Voilà. Et là, je pourrais, si je fais une modification, paf, enregistrer le brouillon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un titre, et là, il m'invite en fait à aller, qu'est-ce qu'il me dit? Commencer à écrire ou saisir slash. C'est-à-dire que si je commence à écrire, en fait, je vais faire un paragraphe. Donc, je vais mettre faux texte. Voilà, donc ça, c'est un paragraphe. Si je fais un retour à la ligne, eh bien, ça devient un autre paragraphe, ça devient donc un autre blog qui va avoir d'autres réglages. Pour écrire ici un autre texte, et lui, il va avoir des attributs de couleur qui pourraient être en rouge, et lui, il pourrait être en gris. Alors, ici, j'ai des attributs ici. Ici, par exemple, je vais mettre une lettrine. Mais j'ai aussi des petits réglages ici. Donc là, je peux changer, si je veux, éventuellement ne plus en faire un texte, mais en faire un titre. Mais bon, voilà, c'est pas l'idée. Là, je peux le changer de place si je veux le passer en dessous. Hein, je le déplace. Je le passe en dessous de ce texte-là. Là, je vais pouvoir le caler à gauche, le centrer ou le caler à droite. Hein, donc vous notez que par défaut, il n'y a pas la justification parce que c'est une assez mauvaise idée sur Internet. Je vais pouvoir faire du gras, de l'italique, je vais pouvoir faire des liens. Donc si ici je veux faire un lien, eh bien je peux faire... ouais, alors je vais faire un lien vers https www. Voilà, je mettrai blablabla.com. Voilà, et j'aurai mon lien. Ensuite, je peux lui dire si je veux que ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou pas. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre quand je suis ici? Alors, je peux faire du texte barré, je peux faire, si je veux écrire du code informatique, si je veux texte de couleur, là, ça, qu'est-ce que ça fait? Oui, voilà, je retrouve ce que j'ai là en fait. Mais peut-être que je le fais que sur ce qui est sélectionné. Non, si je fais ça, ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Exposant, hein, voilà, image en ligne. Donc si je veux mettre ici une petite image entre deux mots, par exemple ici je peux mettre une petite image, hein, pourquoi pas mettre un petit picto, une petite flèche, un petit icône, etc. Et bon, j'ai exposant et j'ai indice. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai ici? Masquer les réglages du bloc. Donc là, je peux masquer cette colonne ici. Je peux la récupérer si je veux voir ce que ça donne plein écran. Je peux copier, dupliquer, insérer quelque chose avant, insérer quelque chose après. Typiquement, si je fais insérer après, eh ben, ça va me rajouter un élément entre mes deux paragraphes. Voilà. Déplacer vers. Alors, déplacer vers. Je ne sais pas ce que ça fait. Bon. Modifier en HTML, là je vois le code source. Donc typiquement, là je vais aller voir du code HTML. Donc bon, ça, on peut s'en passer. Modifier visuellement. Et ajouter au bloc réutilisable, ça c'est une fonction un peu avancée qui permet en fait de pouvoir retrouver ce bloc ailleurs sur le site si on veut, quoi. Donc si je vais créer une autre page et que là j'ai fait un bloc un peu particulier avec des liens, des textes, des couleurs, etc., où c'est mes coordonnées, ou voilà, et bien je pourrais le récupérer ailleurs. Et là je supprime mon bloc. Donc voilà pour les paragraphes. Voilà. Alors ici dans les éléments que je peux ajouter, donc paragraphe on l'a vu, image, je peux aller prendre une image et soit je vais la prendre dans ma médiathèque, c'est là où j'ai déjà mes propres images, mais je pourrais aussi aller la chercher ailleurs, typiquement sur mon bureau. Donc si sur mon bureau j'ai des images, alors je sais pas ce que j'ai là. Ouais bon, un truc marrant, mais bon voilà, je pourrais la chercher ici, ou je peux aussi carrément la coller depuis une adresse web. Donc si je connais l'adresse d'une image, je peux aller la coller ici. Bon, j'évite de faire ça, parce que si elle est supprimée à distance, elle est supprimée de notre site. Voilà, si je prends une image ici, voilà. Donc là, je vais pouvoir. Alors j'ai un style arrondi. Bon, ok, si je veux faire qu'elle soit arrondie comme ça, pourquoi pas. Bon, je vais laisser comme ça. Réglage de l'image. Alors là, j'ai le texte alternatif à l'image. Ça, je vous en ai déjà parlé.
C'est l'alternative à l'affichage de l'image qui sert pour les personnes qui ont des problèmes de vue, par exemple, qui naviguent sur Internet avec des systèmes de synthèse vocale. Et ça va servir aussi pour le référencement, donc c'est très bien de l'alimenter. Hein, donc on va les mettre chatons. Voilà. Taille de l'image. Alors en fait, quand on importe une image dans WordPress, il y a notre image à sa taille originale qui est présente, mais il va générer plusieurs autres fichiers à partir de notre image dans différentes tailles. C'est-à-dire qu'il va faire une image miniature qui va faire 150 pixels par 150 pixels, je crois. Ils vont faire une moyenne qui va faire 300 pixels. Il va... Alors, parfois, il la fait carré, enfin, voilà, il adapte. Ils vont faire une grande taille, mais à 1024, hein, voilà, c'est ça, 1024 pixels. Et on a la possibilité de mettre la taille originale qui est de 1200. Voilà. Donc on va prendre la plus petite qui rentre, dont on ait besoin. Si on peut mettre une petite légende. Et cette image-là, je vais pouvoir aller l'afficher à 50% de sa taille réelle si je le souhaite. Ou là, je peux la laisser à 100%. Je peux réinitialiser pour qu'il l'affiche comme bon lui semble en fonction de la largeur. Voilà. Et avancer, qu'est-ce que j'ai dans avancer ouais, non, ça, je ne vais pas montrer ça tout de suite. Voilà. Donc ensuite, on peut également faire un colonnage, c'est-à-dire que je vais choisir quel va être mon colonnage. Je vais pouvoir faire une colonne avec du texte à gauche et une image à droite, ou ici mettre un petit texte, une grande image, etc. Donc je vais choisir ça, voilà. Et là, je vais retrouver la possibilité de mettre une image. Voilà. Donc là, vu que c'est une petite taille, je vais plutôt aller lui dire de mettre la petite, hein, comme ça. Et puis là, je vais aller mettre un texte. Voilà. Bam, 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 bam. Voilà. Alors, sachant qu'ici, j'ai la possibilité d'ajouter un autre module en dessous. Si je peux mettre une image ici, puis remettre du texte. Et là, voilà. Donc, mon réglage de colonnage, je vais pouvoir aller ici et pour pouvoir voir ces réglages. Donc, les réglages, en fait, c'est assez vite vu. Je peux ajouter une colonne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ça, c'est des trucs un peu avancés. Alors, si là, j'ai des trucs, bon, je le repasse au-dessus. Ah, si, je peux le faire pleine largeur, c'est-à-dire que ma colonne, en fait, elle sort du cadre. Là, je peux augmenter, aligner verticalement en haut, aligner. Ah oui, là, je peux aligner mes éléments au milieu. Donc, ça, c'est pas mal. Ou les caler vers le bas. Alors là, ça l'a pas fait, visiblement. Ah si, voilà. Bon, je vais laisser par défaut. Et ici, je retrouve toujours les mêmes trucs, quoi. Voilà. Donc là, je peux... Alors, si vous voulez, faites le tour des différents modules qui vous sont proposés. Hein, là, j'ai fait... je les ai mis dans la marge, hein, en colonne à gauche, pour pouvoir plus les voir. Bon, si je veux ajouter du son, mettre une bannière ça me fait une grande image, un écran sur lequel on peut mettre du texte qui est un petit peu assombri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, il y a plein de petites choses, des calendriers, des petites calendriers, c'est le calendrier avec les news, voilà, des articles du site. Puis on va pouvoir mettre des vidéos YouTube, des photos Instagram. Il y a tous les trucs des réseaux sociaux. Voilà. On va faire, on va pas tous aller les voir, on y passerait des heures. Donc voilà. Alors, et pour les pages, bah, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est juste que dans mes réglages, en fait, bah, là, j'ai un petit peu d'autres choses. J'ai typiquement, dans les attributs de la page, modèle de page, ordre commentaire, image mise en avant, j'ai pas les pages par an. Bah non, il n'y a qu'une page, en fait, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne me le proposent pas. Ou peut-être que le thème de la page. Bon, bref. Voilà pour les articles et les pages. Alors, non, je pourrais faire une autre vidéo, je vais m'arrêter pour ça. Bon, là, je crois qu'on s'était arrêté là.